Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Bonjour Déborah. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Moi, je suis très contente et très honorée d'avoir l'opportunité d'être interviewée par toi parce que tu as interviewé déjà du très beau monde. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter ? Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est Déborah. J'ai 26 ans. Actuellement, je suis en train, du coup, de développer mon entreprise Peace of Heavens en side project. Donc, en fait, en parallèle de mon activité salariée. Pour les présentations, j'ai jamais été très douée. Souvent, ça se résumait vraiment à ce qu'on fait dans la vie, etc. Pour avoir un peu plus côté perso, je suis le genre de personne qui a toujours eu du mal, tu sais, à répondre à la question quelles sont tes passions, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et à la fois tellement de choses que pas assez pour en faire une vraie passion entre guillemets. Je suis manifesting generator pour les personnes qui s'y connaissent en HD, donc je pense que ça permet aussi de comprendre un peu le côté multi. Mais voilà, dans les centres d'intérêt, il y a le développement personnel, tout ce qui va être pratique douce, donc méditation, yoga, forcément l'entrepreneuriat aussi, puisque une fois qu'on se lance dedans, ça devient aussi entre guillemets une passion. Donc voilà pour les petites présentations. N'hésite pas si jamais tu as d'autres questions, parce que j'ai jamais été très douée pour détailler en profondeur. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu plus de ton côté professionnel, ce que tu fais aujourd'hui et peut-être ce que tu as fait un peu avant, tes études ? Ok, écoute, je pense que ça peut être bien de faire chronologiquement parlant et du coup de partir d'abord sur les études. Donc moi, le parcours est assez atypique et on va dire que c'est un beau reflet aussi du coup de mon côté multi. Quand j'ai obtenu mon bac, j'ai fait une année sabbatique parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, j'étais perdue. Donc durant cette année, j'ai fait des petits jobs par-ci par-là, donc ça m'a donné un premier pied, si tu veux, dans la vie active, entre guillemets. Et puis, j'ai découvert la psychomotricité, qui était donc c'est un métier du paramédical, du bien-être, etc. Et pour moi, c'était une belle opportunité puisque c'était un peu un mix entre psychologue et kinésithérapeute. Et j'avais longtemps hésité entre ces deux métiers-là à la base. Donc je me suis lancée dans des études en psychomotricité. J'ai obtenu mon diplôme, mais pour des raisons à la fois de contexte et également de cœur, j'ai pas poursuivi cette voie-là. Je me suis spécialisée dans un premier temps en ergothérapie, donc c'est un autre métier encore du paramédical qui est assez complémentaire en fait avec la psychomote. Je pense que c'est parce qu'à l'époque, j'avais peur de me réorienter complètement et je me disais que partir sur un métier complémentaire, c'était ne pas perdre ces 3 années d'études, si tu veux. Et puis finalement, il y a un moment donné où tu te remets en question et tu te rends compte que ton cœur t'appelle autre part et que en réalité, même si tu changes de voie, ces 3 années sont pas perdues parce que tu es peut-être arrivé là justement grâce à ces 3 années et tu as forcément évolué, tu as grandi à travers ces années-là, à travers ces études-là. Donc c'est ce qui m'a donné la force, de me réorienter complètement et de reprendre, si tu veux, au tout début. Donc j'ai repris par un BTS que j'ai fait en alternance parce que je me réorientais, mais je voulais quand même commencer à avoir un pied, si tu veux, dans le monde du travail quand même. Et donc j'ai fait le BTS assistant de manager, qui maintenant s'appelle le BTS SAM, je crois. Et l'alternance, c'est grâce à elle, en fait, si tu veux, que j'en suis là où je suis aujourd'hui, parce que dans le cadre de ces 2 ans, j'ai été assistante événementielle. J'ai organisé des séminaires à l'international. Le plus grand séminaire que j'ai organisé toute seule, c'était pour 70 personnes, les 70 plus gros managers de la boîte. Donc ça a été très enrichissant sur le côté pro, avec un pied dans le monde de l'événementiel. Pourtant, à la base, j'avais repris le BTS pour aller dans les ressources humaines. Donc, malgré la proposition de CDI qu'on m'a offerte à la fin de mon alternance, j'ai poursuivi sur mon objectif de base. Et donc, je suis partie dans les ressources humaines et le job salarié que j'ai à côté se situe du coup dans ce domaine-là. Mais
Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, le premier confinement de mars, ça a été une révélation. Ça a vraiment été le moment où tu ralentis contre ton gré. Et comme tu ralentis, forcément, l'espace mental, l'espace émotionnel s'agrandit et laisse certaines petites choses germer. Et c'est ce qui m'a permis de mettre le doigt. J'aime pas le terme de mission de vie parce que bah, justement, enfin, tu sais, je veux pas m'enfermer dans une case et Ouais, me dire ce qui se passe là maintenant, c'est ma mission de vie parce que ouais. les choses évoluent, la vie est perpétuel changement et je veux pas m'enfermer là-dedans. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose qui, à l'heure actuelle, me fait vibrer et répond vraiment à tout en fait. C'est vraiment un mélange entre mes valeurs, entre mes intérêts, mes centres d'intérêt, entre ce qui a toujours un peu drivé, tu vois, les décisions que j'ai prises dans le côté pro, parce qu'il y avait ce côté relationnel, ce côté Mhm. social, ce côté accompagnement finalement. Et puis bien sûr, bah, un mix avec les compétences aussi que j'avais acquises grâce à mon expérience dans l'événementiel. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée aujourd'hui à développer mon entreprise et du coup, bah, je pense qu'il faut peut-être quand même que je développe ce que je fais parce que sinon on va Ouais. pas trop comprendre où j'en arrive. Donc là, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs du mieux-être. Forcément, on comprend pourquoi. Dans l'organisation de leurs événements, donc des événements à impact positif. Et mon credo, le cœur vraiment de mon métier, c'est de venir mettre au cœur de tout ça l'éco-responsabilité. Donc si tu veux, ça va pas s'arrêter uniquement au lieu. Bien entendu, ça va être le point central, hein. On va faire en sorte d'organiser l'événement dans un lieu éco-responsable, mais ça va, jouer sur, tout ce qu'il y a autour, donc le choix des prestataires, le choix des partenaires, le choix des goodies, par exemple, les cadeaux qu'on peut offrir, aux participants, aux événements et puis, bah, récemment, avec le deuxième confinement, il a fallu s'adapter aussi parce que si tu veux, 2020, c'est une année assez compliquée. C'est l'année de la révélation. Donc, pour moi, il y a beaucoup de positifs qui en ressort. Puis en même temps, c'était pas forcément la meilleure année pour se lancer dans le secteur d'activité de l'événementiel. Faut pas se le cacher. Donc, bah, écoute, en tant qu'entrepreneur, on s'adapte au contexte et ça m'a permis voilà, déjà d'imaginer, puis ensuite de concrétiser un projet que je porte là actuellement pour début février, qui est l'organisation d'une retraite virtuelle pour les entrepreneurs. Dans cet épisode, Déborah nous raconte la mise en place de sa retreat en février 2021. C'était un événement qui était annulé, mais je voulais quand même vous partager tout son process, tout ce qu'elle a pu mettre en place, vous partager ce qu'elle a pu dire sur cet événement qui pour moi est une très très belle démarche et qui donnera lieu, j'espère, à un nouvel événement de ce genre. Et grâce à ce projet-là, j'ai décidé d'élargir un peu mon champ d'action, parce qu'au départ, je partais sur de l'événementiel, comme je te dis, je te parle de lieu, etc., donc de l'événementiel en Ouais. présentiel, en fait. Mais du coup, maintenant, j'ai rajouté une corde à mon arc, et donc je me situe à la fois sur le présentiel et sur le virtuel. Alors, pour les événements sur le virtuel, je suis encore en réflexion, si tu veux, pour comment amener le côté éco-responsable sur un événement qui soit en virtuel. Donc ça, c'est une réflexion que je porte actuellement. Et c'est pour ça que je parle plutôt d'événementiel holistique, parce que je veux qu'à travers ces événements-là, à travers les accompagnements que j'offre, on puisse réellement faire porter toutes nos valeurs, pouvoir défendre et œuvrer pour toutes les causes en fait qui nous sont chères et pouvoir à notre niveau apporter quelque chose au monde en fait. Yes. Et alors là, je voulais revenir un petit peu sur quel a été plus ou moins ton déclic pendant le confinement où tu t'es dit pourquoi je ne deviendrais pas entrepreneur, pourquoi je ne créerais pas mes propres événements en relation avec les professionnels, mais ouais, quel a été le cheminement et est-ce que tu as toujours été entrepreneur ou pas, enfin, eu l'âme entrepreneuriale plutôt ou pas? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que ça, j'en parle très, très peu souvent. Je crois que j'en ai peut-être même jamais parlé encore, ça pourrait être intéressant de le faire. En fait, si tu veux, ça va faire peut-être 3 ou 4 ans quand même que, l'entrepreneuriat m'appelle. Heu, j'ai eu quelques projets, tu vois, il y a déjà quelques années, dont un qui m'avait fait me lancer dans des cours du soir, pour me former justement sur le côté entrepreneuriat. À l'époque, c'était le Hub House, je crois, de l'université de Lille ou quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien. J'avais pas trop aimé d'ailleurs parce qu'on était trop sur le côté administratif, tu sais, où tu es sur business Ouais. plan, compta, et cetera. Forcément que c'est quelque chose dont on a besoin, mais c'était pas non plus, forcément ce que je recherchais, je pense, à l'époque.
Et donc ouais, j'avais eu quelques projets déjà comme ça que j'ai tous, abandonnés au fur et à mesure. Je pense parce que, enfin, on va dire que la première raison qui m'était venue consciemment, c'était qu'il y avait des obstacles et que j'avais Ouais, pas la force de les surmonter. Mais finalement, quand tu réfléchis, que tu creuses, avec du recul, je pense que c'est surtout parce que c'était pas vraiment le projet de cœur et le projet qui me faisait vibrer au point d'être capable, en fait, ouais, de mobiliser les ressources pour surmonter les obstacles à l'époque. Donc effectivement, ça faisait déjà quelques années que cette envie de liberté, cette envie de... C'était à la fois pour répondre à ce besoin de liberté, à ce besoin d'être mon propre chef, de ne dépendre de personne, de ne pas avoir cette sensation, tu sais, de travailler pour quelqu'un, mais ouais. vraiment de travailler pour toi. Et puis cette recherche de sens, cette recherche de contribution que je retrouvais pas forcément dans les différents métiers que j'ai pu toucher et expérimenter de près ou de loin. J'avais vraiment envie de pouvoir porter mes valeurs et contribuer à quelque chose de plus grand. Mmh. Hem, j'ai vécu aussi un burn-out, si tu veux, dans le monde du salariat, donc je pense que ça a aussi beaucoup aidé, dans la démarche de se dire: «Il faut vraiment qu'un jour, quand j'aurai vraiment le projet, l'idée de cœur, à ce moment-là, je pourrai être mon propre chef, je pourrai organiser mon temps comme je veux et mon bien-être ne dépendra pas de quelqu'un d'autre, en fait. Je serai la propre maître de mon bien-être, et donc si tu veux, tout ça, c'était déjà là, c'était en background un peu et puis le confinement, ça a été la révélation parce que ça a été le ralentissement, la pause, un petit peu comme si, tu sais, c'est comme si ça remontait déjà à loin alors que finalement c'est il y a moins d'un an, mais je me souviens pas très bien de tout ce qui s'est passé. Je sais juste qu'il y a eu un jour, à un moment donné, je me suis dit: «Là, il faut que tu te poses et il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux faire de ta vie, en fait». Et hem et du coup, j'ai fait mon Ikigai. C'est un outil, je pense que toi tu connais, Ouais. qui permet en fait, pour les personnes qui nous écoutent et qui connaîtraient pas, de pouvoir venir croiser les compétences, les valeurs, les besoins, les passions et cetera et voir ce qui peut émerger de tout ça. Et en fait, ça s'est fait, d'un seul coup comme une évidence. J'ai rempli les petits cercles et puis, bah, ce projet-là, il est ressorti tout de suite et je me suis dit: «OK, c'est celui-là et je fonce et cette fois-ci, je vais pas l'abandonner» et du coup, j'ai mis aussi en place, on va dire des petites stratégies pour être sûre de pas lâcher, si tu veux. Très, très vite, j'ai investi dans un coaching, OK. qui se faisait sur 4 mois, et c'est assez drôle parce que quand je regarde, en arrière, je me dis qu'effectivement, ce que ça a apporté, j'en avais besoin aussi. Mais en réalité, à l'époque, quand j'ai signé pour le coaching, c'était juste, j'avais besoin de me dire: «Je m'engage sur 4 mois, je m'engage sur une somme assez conséquente pour être sûre Ouais, de pas laisser tomber mon projet», en fait. ouais. Et bon, bah, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, donc c'est que ça a fonctionné. Super et est-ce que tu pourrais nous expliquer donc, quelles ont été plus ou moins les étapes de ta création donc je pense que tu es un micro-entrepreneur? Ouais. Hem, Peut-être la stratégie que tu as mis en place, comment tu as réussi à, un peu, tu sais, à structurer tes activités, peut-être, le fait d'avoir une certaine communication, de créer une offre, ce genre de choses. Comment tu as réussi à mettre tout ça bout à bout et à sortir quelque chose de complètement réalisable? C'est une excellente question. Je me tape dessus moi-même en entendant ce que je vais te dire là, mais je pense que je suis pas forcément un très bon exemple sur tout ça parce que, je vais sortir un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre partout. Heu, Moi, en fait, je suis une entrepreneuse intuitive et depuis le départ, j'y vais à l'intuition et pour moi, la stratégie, jusqu'à encore très, très, très récemment, c'était mon ennemi. OK. Tu vois, pour moi, j'avais l'impression que, dès que tu partais dans de la stratégie, tu perdais toute ton anti ton tout non on va y arriver, ton authenticité et puis Ouais, j'avais l'impression que ça t'enfermait dans un cadre, que tu avais pas la liberté de faire comme tu voulais et cetera. Donc j'y suis vraiment allée à l'intuition, sans réel plan d'action, en fait, au départ, si tu veux. Je dirais que les grandes étapes, bon, tu vois, je te parlais du coaching, donc ça a forcément été ouais, la plus grosse première étape par laquelle je suis passée, qui m'a bien entendu donné d'énormes ressources, que ce soit au niveau cognitif, parce qu'on a pu avancer ensemble durant ces 4 mois sur la déconstruction de croyances limitantes, ce qui m'a permis petit à petit de me sentir capable aussi, tu vois, de ouais. porter mon projet, de lui donner vie. On a avancé bien entendu sur d'autres
sur d'autres côtés comme le marketing, le site internet, des choses comme ça qui sont aussi, forcément essentielles, hein, quand tu te lances, Ouais. dans l'entrepreneuriat. Et en fait, si tu veux, en parallèle de ça, dès que j'ai eu l'idée de mon projet, c'est d'ailleurs hyper drôle. Je me souviens, c'était début mai, j'ai eu l'idée de mon projet, j'ai eu le nom, tout de suite, très rapidement. Et j'ai créé ma page Instagram, mais en fait, je l'ai créée juste à l'époque pour bloquer le nom, tu sais, pour le réserver Ouais. et être sûre qu'on le prenne pas entre-temps avant que je me lance, parce que je ne savais pas quand je me lancerais. Et donc, c'était une page vraiment vide, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de publication, il n'y avait même pas de photos. Enfin, c'est vraiment le compte fantôme. Si tu le vois dans tes abonnés, tu te dis, mais c'est qui en fait celui-là? Et c'est par ce compte-là que j'ai contacté Noémie, la coach avec qui j'ai débuté ce coaching-là. D'ailleurs, encore merci à elle de ne pas avoir pris peur à l'époque de voir le compte vide, la contacter. Et en fait, si tu veux, le fait d'avoir démarré ce coaching, je pense qu'inconsciemment, ça a donné un peu le go Ouais. à, à mon mental. Et en fait, j'ai débuté intuitivement par alimenter le compte. J'ai créé ma charte graphique sans réellement chercher à en créer une, mais j'ai trouvé tout de suite mes couleurs. Et je me suis laissée porter. En fait, j'ai toujours communiqué avec le cœur. Et à l'époque, je communiquais un peu sur le fait que, bien sûr, il y avait mon projet, mais j'en parlais comme un projet, si tu veux. Et donc, cette communication-là sur Instagram, elle a duré de mai jusqu'à août, avant que je me lance vraiment entrepreneur, parce que mon entreprise, je l'ai créée le 1er octobre, officiellement, administrativement parlant. Yes. Donc, c'est une aventure extraordinaire et je suis vraiment très contente et très fière de m'être autorisée en fait à communiquer même avant de savoir où j'allais, même avant de Mm. savoir ce que j'allais proposer, parce que c'est grâce à ça aussi j'ai évolué et j'ai grandi au contact des personnes que j'ai rencontrées via ce compte, qui a grandi petit à petit et qui m'a permis de trouver mes premiers clients naturellement et des personnes avec qui je prends vraiment plaisir à travailler, quoi. Yes. Et alors justement, donc ton discours était plus ou moins orienté vers ta personnalité, ce que tu voulais diffuser, ce genre de choses. Ouais, le tout début, ça a été, voilà, je me présente et puis je vous annonce un peu, c'est pas sûr, ça évoluera, mais actuellement, voilà l'idée que j'ai de ce que je vais aborder ici. Ça a été, on va dire, dans la première partie, presque une sorte de journal intime, si tu veux, où je communiquais beaucoup, sur ce que je vivais dans ce processus de création. L'étape la plus difficile, ça a été de faire ce passage, en fait, entre, là, pendant attends, mai, juin, juillet, août, pendant 4 mois, j'ai communiqué sur la création, sur un projet. Et en Mm. fait, maintenant, je deviens entrepreneur et maintenant, il faut que je communique sur mes offres, il faut que je communique sur mes prestations. Et mon discours, il doit changer. Et tu sais, tu as les injonctions qui viennent vite se placer dans ton mental en mode non, mais là, il va falloir que tu refondes complètement ta communication parce que tu peux plus te placer en journal intime. Tu es obligé de te placer dans cette posture d'expert à apporter de la valeur aux personnes pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. J'ai eu toute une grosse remise en question au passage de vraiment la création administrative de l'entreprise. Et puis je me suis vite retrouvée et en fait j'ai reconnecté avec ce que je faisais depuis le départ, c'est-à-dire le plaisir et l'intuition et ce que j'avais envie de partager en me détachant en fait des obligations que je me trouvais moi-même en fait, hein, très clairement. Donc maintenant sur le compte, c'est un peu, un mélange de tout ça. Il y a encore le côté un peu journal intime parce que je communique toujours en toute transparence, beaucoup Mm. plus en story quand même, mais tu vois, à chaque fois que je vais vivre, des périodes, joyeuses, des petites réussites, je vais le partager parce que c'est génial de pouvoir partager ce genre de choses. Mais je vais aussi et surtout partager en toute honnêteté sur les périodes les plus difficiles, sur les challenges que je rencontre, parce que pour moi, c'est important de pouvoir communiquer sur ce genre de choses-là. Pour dédramatiser le succès et Ouais. montrer que toutes les personnes qu'on peut admirer, elles en ont toutes chié. Désolée pour le terme, mais c'est ça. En fait, on en chie tous dans l'entrepreneuriat et c'est ce qui fait qu'on grandit et c'est ce qui fait qu'après, on est fier de soi-même et en fait, c'est à la portée de tout le monde. Et moi, je communique sur ces choses-là parce que je me dis que les personnes qui voient que je communique dessus, ça leur permet de voir qu'elles sont pas seules si elles aussi, elles ont rencontré ou rencontrent des difficultés. Et deux, Ouais. ça leur prouve qu'on est capable de les surmonter, en fait. Et que c'est Mm. à la portée de n'importe qui et que c'est
aussi OK d'avoir des montagnes russes émotionnelles et que l'entrepreneuriat, c'est pas que le bonheur à H24, 7 jours sur 7. Il y a aussi des moments plus compliqués, mais c'est ce qui fait que les moments de bonheur sont encore plus intenses, en fait. Oui, complètement. Je partage complètement ta vision. Et je voulais revenir aussi sur, donc tu nous as parlé de tes premiers clients. Est-ce que tu les as eus quand tu as adopté cette fameuse transition de journal intime à entrepreneur, ou est-ce que c'était avant? Et comment tu as réussi? Est-ce que tu avais déjà déterminé tes prix, ou est-ce que ça a été facile enfin, comment tu as réussi à passer cette étape? Alors là, c'est une question merveilleuse qui me renvoie là dans une période très, très compliquée que j'ai passée à ce moment-là. En fait, ma toute première cliente, en plus, c'est une cliente de cœur et c'est une cliente sur du long terme et je suis tellement fière, en fait, de collaborer avec elle. Elle est arrivée avant la création de mon entreprise et en fait, c'est justement, cette relation-là qui a fait que j'ai créé l'entreprise administrativement parce que la BGE m'avait conseillé d'attendre d'avoir le premier client, que ça servait à rien de te créer ton SIRET tant que tu n'avais pas de client derrière, tu sais. Mmh. Et en fait, ça s'est fait de façon tellement naturelle. Si tu veux, j'ai pas honte de le dire, je me suis fait des vrais amis via mon compte Instagram. Et en fait, c'est une d'entre elles qui lui a parlé de moi. Et donc, elle m'a contactée un jour en août, je m'en souviendrai encore, en me disant, écoute, voilà, Lucie m'a parlé de toi. Je sais pas trop comment tu peux m'aider, mais voilà, moi, ce que je recherche, etc. Et comme mon entreprise n'existait pas encore, si tu veux, je lui ai dit: «Écoute, moi, je te propose de t'accompagner vraiment bénévolement sur ta première recherche, parce que moi, ça me permet aussi de mettre un pied à l'étrier et de sentir énergétiquement aussi que je suis lancée et que ça y est, je pratique vraiment et puis toi, ça te permettra de voir si ça peut te convenir pour la suite». Et c'est comme ça que ça s'est fait et voilà, on est, sur une relation de long terme et je travaille tous les mois avec elle et c'est juste un énorme bonheur et donc ça arrivait avant le revirement et le changement de communication. Ouais. OK. Et alors justement après pour l'élaboration de tes prix, est-ce que ça a été, assez intuitif pour toi, ou est-ce que ça a été, des nez dans la tête? C'est vrai que c'est très drôle de voir que dans ce que je viens de te dire juste avant, j'ai oublié ce sujet-là, hein. Ça en dit long. Ça, c'est un lapsus révélateur. Alors très, très compliqué cette question de tarifs. Déjà, ça a été hyper difficile pour moi de pricer pour, cette première collaboration-là, Ouais. parce que j'étais complètement perdue dans mes prix et si tu veux, on a beau avoir de l'expérience, dans ce qu'on fait, quand tu as de l'expérience dans le salariat et que tu passes à ton compte, tu arrives pas à quantifier en fait, en Mmh. termes de tarifs ce que tes prestations valent et c'est seulement en expérimentant que tu réussis à voir ce que ça vaut vraiment. Donc j'ai tâtonné, j'ai donné un prix assez intuitif. Je me souviens encore, je voulais tellement travailler avec elle que j'ai fait exprès de descendre à fond le tarif que je visualisais à l'époque parce que je voulais juste qu'elle me dise «oui» et je voulais pas que le tarif soit un frein. Mais c'est ce qui m'a permis, si tu veux, aujourd'hui avec, l'expérience que j'ai sur les 4 derniers mois, de collaboration avec elle, ça m'a permis de voir le temps en réalité que ça prend, le vrai temps que ça prend et c'est ce qui m'aidera à le pricer autrement par la suite, tu vois? Donc c'est un perpétuel je pense que c'est un perpétuel réajustement. Ouais. Hem, tu Il faut forcément une idée de départ, parce que, tu peux pas enfin voilà, on peut pas non plus tout le temps se dire: «Je vais faire, autant de premières prestations gratuitement, le temps de voir combien ça coûte». Hem, mais c'est vraiment en expérimentant que tu peux vraiment visualiser, en fait, toi, l'énergie que tu mets dedans, le temps que ça te prend, ce que ça apporte aussi, à Mmh. ton client et de trouver un prix juste à la fois pour toi et pour ton client. Et et franchement, je suis, hyper reconnaissante d'avoir eu cette expérience-là. Tu vois, je regrette pas, d'avoir proposé un tarif plus bas parce que c'est ce qui me OK. permet aujourd'hui de savoir comment je peux le pricer à sa juste valeur, tu vois? Ouais, ouais, parce que justement, moi, c'était aussi une de mes problématiques, et c'est pareil, l'envie absolue de vouloir travailler avec la personne, mais d'un côté, j'étais là: «Oui, mais si je mets un prix trop bas, elle va se dire que je j'ai pas de valeur, que je vais pas fournir un travail de qualité». Donc c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que ça a été aussi une sacrée problématique de mon côté. Après, le conseil que je pourrais donner à cette peur-là, c'est, tu sais, moi, je l'ai joué,
transparent dès le début. Moi aussi. Quand je lui ai proposé de le faire bénévolement pour le premier, je lui ai dit: «Écoute, moi, pour l'instant, je n'existe pas administrativement parlant, je peux pas te faire payer». Donc j'avais mis le contexte, dès le départ et quand j'ai posé, du coup, le prix, quand on a décidé de rentrer dans la collaboration et que l'entreprise était née, je lui ai posé aussi. Je lui ai exprimé que moi, j'étais hyper heureuse de pouvoir travailler avec elle et que du coup, j'avais fait en sorte de calculer mon tarif assez bas pour être sûre d'avoir, cette chance de travailler avec elle et je pense qu'en fait, dès l'instant où tu t'autorises à communiquer, avec toute transparence sur Yes. pourquoi ton tarif, il est bas ou il est haut, ça permet à la personne en face de savoir et donc du coup, je sais très bien qu'en face, elle s'est pas dit: «Ah oui, bah, si elle me le price aussi bas, elle a juste compris pourquoi je le faisais et je sais qu'il y a pas eu de remise en question sur mes réelles compétences, tu vois? Ouais, yes. Non, je suis d'accord. C'est aussi ce que j'ai fait et pour le coup, ça a bien fonctionné aussi, donc je recommande aussi. Tu as un podcast dont tu nous as pas encore parlé. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas du tout parlé du podcast, mais en fait, c'est fou parce que quand tu regardes ce que j'ai réalisé depuis Ouais, 8 mois, alors que je suis en 39 heures en salariat à côté, ouais, ça c'est fou. je pense que c'est pour ça que des fois j'oublie en fait tout ce que j'ai réussi à mettre en place et c'est hyper chouette de savoir prendre du recul par moment pour savoir se féliciter aussi sur tout ce qu'on réussit à faire. Le podcast s'appelle Floraison écopreneuriale. Ça, c'est pareil, j'ai eu l'idée et l'envie très, très vite, en fait, de le réaliser. Mais j'ai mis un peu de temps parce que, si tu veux, j'avais ce blocage de me dire: «Je vois pas le fil rouge, parce que ce que j'ai envie d'aborder dedans, c'est pas vraiment en lien avec mon activité. Est-ce que je suis obligée de faire un podcast dans l'événementiel éco-responsable pour que ça puisse être vraiment en lien avec les 2? Est-ce que les personnes vont pas, se poser des questions ou, me regarder un peu bizarre de voir qu'il y a pas trop de lien, entre les 2. Donc c'est ce qui m'a ralenti et bloquée pendant quelques mois, jusqu'à ce Mmh. que j'accepte de me dire: «Mais en fait, j'ai envie de le faire, je le fais» Ouais. et puis finalement quand je l'ai mis au monde, comme si c'était un enfant, quand je l'ai créé, quand je l'ai lancé, j'ai finalement entrevu le fil rouge qu'il y avait entre les 2. Donc finalement, des fois, quand on se dit: «Il y a pas de lien entre les 2, il y en a toujours un et au Mmh. pire, il y en aura toujours un, c'est nous. Donc Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, ouais. mais à travers ce podcast, en fait, ce que j'avais vraiment envie, c'était de m'adresser, à tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui ont ce même besoin intérieur que moi, qui est de contribuer à quelque chose de plus grand. Et avec le podcast, j'ai envie à la fois de donner des astuces ou des conseils sur, comment tu fais concrètement, en fait, pour contribuer à plus avec ton activité. Yes. Et puis en même temps, pour moi, ce qui est hyper important aussi dans l'entrepreneuriat, c'est ton mindset, c'est toute cette, écologie personnelle comme j'aime bien l'appeler, et donc c'est un mix entre, des conseils, des astuces pour l'écopreneuriat comme je l'appelle et puis, des épisodes qui sont plus axés dev perso, pour venir, travailler la motivation, travailler les croyances, être inspirant et heu et on va dire je pense que le message et le rêve que j'ai derrière, ce serait que vraiment ça puisse aider tout un chacun à soit oser se lancer dans un projet ou soit oser donner une nouvelle dynamique à son entreprise parce qu'on le veut, mais qu'on a peur, qu'on ne sait pas comment faire et juste, oser réaliser ses rêves, en fait. Cette première partie de discussion avec Déborah est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'entreprendre par intuition. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi commenter et partager le podcast autour de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie de notre discussion.